commençons maintenant, après une petite pause technique, nous continuons notre étude. La question qui m'a été posée, c'est de savoir, est-ce que le calendrier juif est recommandé pour les Noachides? Vous connaissez le calendrier juif, il est différent du calendrier grégorien. Le calendrier grégorien, qui est actuellement en usage dans la plupart des pays occidentaux, est formé de 12 mois, avec une alternance de 30 et 31 jours, plus ou moins, sans parler de février, et avec une année bissextile tous les 4 ans à peu près, parce qu'on considère que, en gros, le cycle, la trajectoire de la Terre autour du Soleil prend 365 jours écart, avec un peu moins, ce qui fait que parfois on supprime l'année bissextile, et c'est comme ça donc que l'année est divisée. Elle est essentiellement une année solaire. Pourquoi diviser l'année en mois? Eh bien, les mois sont un souvenir de ce qu'était le calendrier à l'époque où il était lunaire. La Lune met 29 jours et demi et quelques minutes pour tourner autour de la Terre, donc il en est resté quelque chose dans la division de l'année solaire des nations, bien qu'aujourd'hui ça n'exprime rien par rapport à la Lune. Mais en tout cas, donc, dans le calendrier juif, par contre, vous avez un calendrier qui est fondamentalement lunaire, mais qui vient compléter le manque solaire. De quoi s'agit-il? Vous savez que les mois juifs sont soit de 29 jours, soit de 30 jours. Et ça vous donne une année lunaire. 12 mois de 29 jours ou 30 jours, ça vous donne 353 jours, ou 354 jours, ou 355 jours, en fonction de l'étendue de la longueur des mois de Cheshvan et de Kislev. Vous comprenez que ça fait un retard par rapport au Soleil. Le Soleil a une année de 365 jours écart. Ce qui fait que de temps en temps, on ajoute un 13e mois au calendrier hébraïque. Le 13e mois étant le mois de Adar Rishon, le premier Adar, que l'on rajoute pendant 7 années, tous les 19 ans. C'est-à-dire, sur une période de 19 ans, vous avez 7 années qui ont 13 mois, au lieu d'en avoir 12. Ce qui fait que sur une période de 19 ans, vous avez 235 mois, au lieu d'en avoir 228 s'il n'y avait que 12 mois. Eh bien, ça c'est le système lunisolaire. Et il y a des raisons mystiques à cela. Israël est comparé à la Lune, et les nations sont comparées au Soleil, et le mois que l'on rajoute, qu'on appelle en français le mois embolismique, ou en hébreu Chodesh HaIbour, c'est-à-dire le mois de la grossesse, comme si l'année était en grossesse, eh bien ce mois, cette tentative donc de rétablir l'accord entre l'année lunaire et l'année solaire, c'est en fait, ça représente la conjonction du temps d'Israël avec le temps des nations. On pourrait dire donc que c'est un projet universel dès le départ. C'est-à-dire le fait de rajouter un mois chez les Juifs une fois tous les quelques années, eh bien c'est un projet, ça exprime le projet universel d'Israël qui veut ajuster son temps au temps des nations. Alors, est-ce que les nations sont concernées par le temps d'Israël? Évidemment, non. Elles ne sont pas tenues de s'adapter au temps d'Israël, mais peut-être qu'il serait intéressant qu'elles s'inspirent du temps d'Israël. En effet, nous avons une particularité dans notre calendrier, c'est qu'il commence 2 fois dans l'année. Il commence au printemps, par le mois de Nissan et la fête de Pessah, mais il commence également en automne, au mois de Tishré avec Rosh Hashanah et la fête de Sukkot. C'est comme si on voulait commencer 2 fois l'année. Une première fois à la manière des Hébreux, c'est-à-dire au printemps, c'est ce qu'on appelle un temps optimiste, un temps qui voit la vie grandir. C'est le temps du printemps. Et une autre fois, on pourrait dire à la manière pessimiste, qui est celle des nations, comme disait un grand Français du nom de Paul Valéry, les civilisations se savent mortelles. Ça veut donc dire que les civilisations voient l'histoire comme un long automne. L'automne est le temps de la disparition de la vie naturelle, et le peuple d'Israël vient rétablir l'optimisme dans une société, dans une histoire pessimiste fondamentalement. C'est-à-dire il y a la nature qui est pessimiste, mais il y a la présence du peuple d'Israël parmi les nations qui redonne l'espoir. Et je pense qu'il est important de s'inspirer de cela. En effet, dans l'histoire du déluge,
qui est un événement universel, la Torah parle de le premier mois, le deuxième mois, le septième mois, le 10e mois, sans dire de quel mois il s'agit. Est-ce que c'est un mois qui commence à partir du premier mois de Tishrei, ou est-ce que c'est un compte qui commence à partir du premier mois de Nissan? Il est surprenant de voir que dans le Talmud, nos maîtres, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, ont été divisés sur ce point. C'est comme si la Torah n'avait pas voulu dire quel est le compte souhaitable pour les nations. Le lecteur de la Torah décidera lui-même s'il considère l'histoire comme étant pessimiste, commençant en Tishrei, ou si elle est optimiste, commençant en Nissan. Ce qui fait que, certainement vous êtes au courant de la fameuse fête que nous avons eu l'honneur de proposer aux nations, celle du 27 Marcheshvan, que nous fêtons au Centre Noachide mondial chaque année, le 27 du mois de Marcheshvan étant le jour où Noé, Noach, est sorti de l'arche et a reçu les commandements noachides. Et chaque année, au Centre Noachide mondial, nous organisons d'une autre manière à chaque fois une festivité autour de cela. Le problème, c'est que si vous lisez dans le texte de la Torah, il n'est pas dit que c'était le 27 Marcheshvan, mais que c'était le 27e jour du deuxième mois. Or, le deuxième mois, ça peut être soit Marcheshvan, soit Iyar. Donc, ceux de nos amis qui veulent fêter 2 fois la réception des lois noachides sont invités à fêter également le 27e jour du mois de Iyar, qui, comme par hasard, se trouve justement à la veille du jour qui commémore la libération de Jérusalem par les armées israéliennes en 1967. On pourrait dire que donc cette entrée d'Israël dans sa ville de Jérusalem annonce le début justement de l'universel d'Israël qui nous est proposé aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, le panneau qui est derrière moi représente Jérusalem comme étant le lieu de lumière pour le monde entier. Et donc, si vous voulez, vous pouvez fêter 2 fois, selon le calendrier tishriite, ou le calendrier tishrien, si vous voulez, ou le calendrier nissanien. Donc, les fêtes juives sont, pour ceux des Noachides qui désiraient s'en inspirer, peuvent être fêtées par nos amis Noachides en fonction du calendrier juif, mais si pour une raison culturelle telle ou autre, il y aurait une raison d'organiser un calendrier particulier à telle ou telle civilisation, il n'y a évidemment aucun problème pour le faire. Ça, c'est donc, je pense, avoir donné un début de réponse à l'interrogation de nos amis qui se demandent si le calendrier hébraïque a une quelconque conséquence pour nos amis noachides. Eh bien, je pense que oui. Y aurait-il encore d'autres questions proposées par nos amis dans le globe terrestre? Non, pour l'instant, il n'y a rien. Et donc, je voudrais vous souhaiter, je profite de cette occasion pour souhaiter à tous nos amis sur la Terre tout entière une bonne continuation, que des temps de paix et de joie viennent, que les valeurs morales du noachisme soient reconnues sur l'ensemble de la planète, la parole de Dieu reconnue comme étant transmise aux nations par l'organe des prophètes d'Israël. Et ce que je souhaite, c'est que vous soyez, vous, nos amis, les premières hirondelles, les premiers avant-gardes qui annonceraient ce message de paix et de bonheur à l'humanité tout entière. Eh bien, ça sera tout pour ce soir, et je vous souhaite une bonne continuation et que nous nous rencontrions très bientôt, et de préférence face à face. Parce que vous savez que nous organisons de temps en temps des voyages dans les différents pays de la Terre où nous pouvons rencontrer nos amis noachides, et donc j'espère vous rencontrer au plus tôt. Shalom de Jérusalem.